Commenté. On est déjà à plus de 110 participants, donc je vous propose de commencer. Pour ce webinaire qui va porter sur le rôle du responsable de l'expérience patient, donc webinaire que nous avons appelé « Mais qui est responsable de l'expérience patient ?» On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Valérie Moulin, qui est responsable, directrice de la communication et de l'expérience patient à l'hôpital Foch. Bonjour Valérie. Bonjour tout le Et on monde. accueille également Nathalie Borgne, qui est aussi dans des fonctions de directrice de l'expérience patient, mais au CHU de Lille. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si je dois le faire, mais ça s'impose malgré tout. Je vais vous présenter à nouveau en quelques minutes l'Institut français de l'expérience patient, notre structure, une association loi 1901 qui a été créée il y a maintenant 5 ans. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous connaître, mais il y a encore chaque séance quelques-uns d'entre vous pour qui cette association est nouvelle. Donc voilà, on a à cœur de définir l'expérience patient comme étant l'ensemble des interactions et des situations vécues par une personne ou son entourage au cours de son parcours de santé. On insiste également sur le fait que ces interactions sont façonnées à la fois par l'organisation du parcours de ces personnes, mais aussi par l'histoire de vie de chacune des personnes concernées. On a une filiation avec le Beryl Institute, qui est une organisation américaine qui se préoccupe aussi d'expérience patient à une échelle internationale, et c'est en lien avec eux que cette définition nous est apparue comme la définition inclusive la plus intéressante à exposer. Alors, l'IFEP, c'est un laboratoire d'idées, un centre de ressources qui peut être rejoint par des établissements de santé comme ceux de Foch ou d'autres. C'est aussi une structure qui accueille des patients, des responsables d'associations, des institutions de santé, des entreprises. Donc vraiment, cette maison vous est ouverte. Elle a comme vocation de travailler toutes les manières possibles sur la question de l'expérience patient, en faire un véritable levier de la prise en charge au sein de notre système de santé. Et pour ça, des actions qui visent la mobilisation des professionnels de santé, les nouvelles manières d'explorer les travaux avec des patients. Toutes ces questions sont le quotidien des personnes qui travaillent à mes côtés au sein de l'Institut français de l'expérience patient. On est également une plateforme de ressources disponibles, des articles, des actualités, ces webinaires que nous mettons à disposition de ceux qui nous suivent. Nous animons des groupes de travail thématiques sur la téléconsultation, sur l'expérience administrative et hôtelière, sur les parcours en imagerie. Donc, toute une série de thématiques sur lesquelles ceux qui nous rejoignent peuvent apporter leur contribution. Je crois qu'il y a un grand enjeu autour de l'expérience patient aujourd'hui, c'est le partage d'expérience, et c'est bien l'esprit de ces webinaires. Alors, de toute façon, ces informations, vous les retrouvez naturellement sur notre site internet, www.expériencepatient.fr. Et c'est maintenant le moment de vous dire que, évidemment, vous pouvez devenir membre de notre structure et avoir un accès privilégié à toutes ces ressources. C'est déjà le cas de plus de 250 établissements, structures et institutions de santé. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez nous rejoindre, à le faire également. Et nous en venons au thème du jour, mais qui est responsable de l'expérience patient ? Alors, je le disais, nous accueillons Valérie Moulin, Nathalie Borgne. On n'aura pas le plaisir ce soir d'avoir Christelle Collègue du CHRU de Brest avec nous, mais on est déjà entre de bonnes mains avec Valérie et Nathalie. Donc, l'enjeu de ce soir, c'est, comme je le disais, de favoriser au maximum le partage d'expérience. Donc, ce qui nous intéresse, Valérie, Nathalie, c'est que vous puissiez revenir sur vos fonctions en tant que responsable, directrice de l'expérience patient, et que vous puissiez aussi partager avec nous votre contexte, avec à la fois les opportunités et les difficultés que vous rencontrez sur votre chemin, parce que je crois que ça peut inspirer beaucoup ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. J'en profite pour dire que, comme chaque fois, vous pouvez nous poser des questions sur l'interface de ce webinaire, et nous tâcherons autant que possible d'y répondre et de rendre cette séance interactive.
Voilà pour ce que je pouvais dire en introduction. Donc, je cède la parole à Valérie Moulin pour commencer. Donc, Valérie, est-ce que tu peux nous parler d'abord de ton rôle de directrice de l'expérience patient, alors directrice de la communication et de l'expérience patient, des fonctions qui ne sont pas encore extrêmement répandues dans nos établissements de santé en France. Est-ce que ça fait l'objet dans ton hôpital de débats? Est-ce que tes fonctions sont claires et comprises de tous ceux qui t'entourent? Déjà, donc bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Je pense que ce qui est important de dire au départ, c'est comment c'est né à Foch, enfin, comment l'expérience patient est née à Foch et comment on a créé le poste de directeur de l'expérience patient à Foch. Parce qu'il y a une genèse. Moi, en tant que directrice de la communication, quand je suis arrivée à Foch, j'ai créé des outils. J'ai commencé par créer des outils à destination des patients pour faciliter leur parcours. Et il se trouve que j'ai rencontré Amak Wavy, ici présent. On a fait une petite virée ensemble à Cleveland en juin 2018. Et bon, là, ça a été un peu le déclic quand même par rapport à tout ce qui avait déjà été fait à Foch et j'ai découvert des choses intéressantes en plus. Et donc, quand je suis revenue, je me suis fait un grand plaisir en expliquant au comité de direction ce que c'était l'expérience patient à Cleveland, ce qu'on pouvait faire, même si on n'était pas dans le même système de santé. Et donc, en disant que ça peut rationaliser l'ensemble des outils et des choses qu'on mettait à disposition des patients. Et donc, Jacques Léglise, qui est notre directeur général, a été très attentif à tout ce que je lui ai expliqué, tout ce que j'avais vu et toutes les présentations. Il m'a dit, il y a une chose qu'il faut qu'on fasse. La première chose à faire, je pense, dans la démarche, c'est de créer le poste. Donc, en fait, on a commencé comme ça. Et en fait, l'idée, ça a été de dire, voilà, je vais vous nommer directeur de la communication et de l'expérience patient. Comme ça, vous pourrez aller dans les services parce que j'allais beaucoup dans les services. Et donc, ça va officialiser le fait que le poste existe et que vous pouvez rentrer, aller voir les patients, discuter avec eux parce que c'est vrai que sinon, il n'y avait pas trop de pourquoi elle arrive, pourquoi elle débarque, pourquoi elle discute avec les gens. Et donc, en fait, on a commencé, ce qui a facilité quand même, c'est que le poste a existé tout de suite. La première démarche a été de le créer. Mon poste aujourd'hui, il fait pas, je pense que tout le monde sait ce que je fais, donc il ne fait pas débat. Je pense qu'au bout de 2018-2019, ça fera 2 ans au mois de juin. C'est quand même long, 2 ans. Tout ne se fait pas en 2 jours. Au début, j'étais toute seule, donc effectivement, on m'a beaucoup vu naviguer dans les services. Et donc, j'ai beaucoup discuté avec le personnel, j'ai beaucoup décontracté le personnel par rapport à la fonction que j'avais. Et c'était très important de leur dire, je ne suis pas le gendarme de service pour venir contrôler ce que vous faites ou critiquer la manière dont vous fonctionnez. Ce n'est pas ça mon rôle. Je ne suis pas à qualité. Donc, dans Foch, ça ne fait pas débat parce que ça a été créé comme ça au départ. Ça interroge à l'extérieur de Foch. Pourquoi je ne suis pas directrice de la qualité et de l'expérience patient et pourquoi je suis directrice de la communication et de l'expérience patient? Donc, je le dis clairement maintenant, en fait. Pour moi, c'est assez important parce que ce n'est pas le même métier. C'est ma vision, attention, je ne vexerai personne ce soir, c'est ma vision des choses parce que je ne suis pas une qualiticienne déjà et que quand j'arrive dans les services, je fais beaucoup de choses. Je n'arrive jamais dans une chambre, dans une salle d'attente ou dans un service avec un questionnaire à la main. Je prépare avant, je viens complètement sans questionnaire dans la chambre. Par exemple, dans la salle d'attente, je m'assois et j'écoute beaucoup. Et donc, on arrive au sujet. Donc, en fait, ils ont appris à fonctionner comme ça avec moi au départ et donc, ils ne se sont pas posé de questions. Alors maintenant, c'est sûr qu'à Foch, l'expérience patient, c'est reconnu par tout le personnel. Je vous dirai tout à l'heure, je l'expliquerai, mais même les médecins s'impliquent. Et du coup, j'ai 2 salariés qui travaillent avec moi quand même, donc c'est un vrai service. Donc, j'ai la chance d'avoir 2 salariés à temps plein qui travaillent avec moi. Bon, c'est un petit peu reine mort par le Covid là, depuis 2 jours. Et j'ai des bénévoles, donc 2 nouvelles bénévoles qui travaillent avec moi depuis 15 jours. Donc en fait, ça commence à être intéressant parce qu'on a 4 personnes qui sont exclusivement dédiées au sujet. Donc, parce que c'est une fonction très chronophage quand on le travaille en profondeur, quoi. Voilà. Donc, si je pense que déjà ça présente le poste et comment on l'a fait. Alors, on ira dans le détail après si tu veux, mais oui. Voilà. Peut-être on peut donner la parole à Nathalie également, qui va nous parler de la manière dont elle aussi est entrée dans ses fonctions au CHU de Lille
et donc une autre organisation, un CHU, avec ce que ça peut supposer aussi de positionnement vis-à-vis des autres professionnels de l'établissement. Oui, bonjour à tous et tous. Alors, je vais essayer d'être claire. Et si je ne le suis pas, merci à ceux qui nous écoutent de faire des petits messages. Donc, le CHU de Lille, c'est 12 hôpitaux qui sont répartis sur un seul campus, à peu près 60 hectares, et qui travaillent en partenariat avec l'université, des startups, les facultés. Et on a cette chance en fait d'être regroupés et de regrouper la synergie en fait de nos actions et un seul hôpital qui est en dehors du site. C'est 16 000 salariés pour vous donner un petit peu quand même la taille de l'établissement. Donc, un petit peu comme Valérie, vous racontez la genèse non pas de mon poste, mais en tous les cas de la création et pourquoi c'est rattaché à la direction qualité et gestion des risques, à contrario, par exemple, de ce que présentait Valérie tout à l'heure. En fait, c'est très clairement, depuis 2017, dans le cadre de la réalisation de son PE, en fait, le CHU de Lille a décidé en fait, d'associer les citoyens dans le cadre en fait, de la réalisation de son PE et de faire participer les citoyens à l'élaboration en fait, de son projet d'établissement, et notamment sur une thématique qui était l'expérience patient, qui a bien marché, et ça a permis de faire réfléchir l'ensemble de la communauté médicale soignante et puis aussi la représentation des usagers sur ce qui était souhaité comme projet usager, ce qui était souhaité aussi de la place des patients. Et la décision de la gouvernance a été de regrouper sous le titre de la démarche qualité, la démarche d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dans l'ensemble de l'établissement, la question en fait de la prise en charge de l'expérience patient ou en tous les cas de la valorisation du projet de l'expérience patient. Avec une idée soutenue par les représentants des usagers qui était qu'on n'était plus dans la défense des droits des patients, mais qu'on était plus dans l'association et l'implication en fait, de nos usagers et de nos patients dans cette démarche d'amélioration qu'on cherche tout le temps. Et du coup, le point d'entrée, ça a été de réunir. Donc, avant, les usagers au CHU de Lille, les patients, la commission des usagers, la maison des usagers étaient rattachés dans une délégation communication, marketing et usagers. Et le choix a été fait de le regrouper au contraire dans la démarche qualité et d'y associer le plus possible l'ensemble des soignants. Alors moi, j'ai accepté ce poste il y a 1 an et demi, donc direction qualité, risque, expérience patient et développement durable qui est également intégré dans le cadre de la promotion et de la préservation de la santé et de l'environnement dans cette grande direction. J'ai été particulièrement intéressée dans ce poste parce que ma formation d'origine, c'est soignante. Et que donc l'expérience patient, pour l'avoir vécue quand j'exerçais le métier de soignante, ça a toujours été quelque chose qui a été fait par les infirmières, par les médecins, par les psychologues, d'utiliser l'expérience patient pour pouvoir améliorer le parcours de prise en charge des patients, pour pouvoir faire évoluer. L'éducation thérapeutique est aussi née de cette histoire-là. La prise en charge de patients qui avaient le sida ou des patients toxicomanes et leur faire réaliser des soins, les associer en fait aux soins, fait partie génétiquement quand même de la fonction de soins. Et je pense que tous les professionnels sont intéressés par ça. J'ai découvert à Lille une expérience patient qui existait déjà, mais par contre, et ça a été le choix du chef d'établissement et de la gouvernance, quelque chose qui n'était pas du tout institutionnalisé et quelque chose qui n'était pas structuré et qui n'était pas organisé. Et à travers la création en fait, de cette direction qualité, risque, expérience patient, ça a été le souhait de formaliser, de structurer cette organisation pour en faire un vrai projet d'expérience patient, intégré au projet médico-soignant qualité du projet d'établissement, et puis de le faire vivre. Donc, tout n'est pas parfait. Je vous entendais tout à l'heure dire, on peut avoir des difficultés. Oui, on en a. On fait des états des lieux régulièrement et on avance progressivement, mais c'est un vrai challenge et en tous les cas, c'est un projet très enthousiasmant. Et pour faire redondance, parce que du coup, j'écoutais attentivement Valérie, ici, dans le cadre de l'équipe Expérience Patient, en fait, du coup, c'est l'ensemble de la direction qualité, bien sûr, de l'ensemble des professionnels qui la composent, qui l'incarnent. Mais on a aussi une petite équipe dédiée qui doit être d'ailleurs connectée à la maison des usagers, avec 3 personnes qui sont plutôt dédiées sur cette activité-là, plus les bénévoles des associations, plus les représentants des usagers, mais également bien sûr des patients qui y participent et l'ensemble des cellules qualité des cours. Alors ça, si je peux me permettre, c'est la différence avec Foch, c'est que moi, les usagers ne sont pas très impliqués pour l'instant.
Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend, Valérie. Les usagers ne sont pas très impliqués à Foch. Quand on a créé la direction de l'expérience patient, je suis allée les voir. On participe aux commissions des usagers. Je les ai invités beaucoup. Je leur ai dit qu'ils pouvaient travailler avec moi sans aucun problème et ils sont assez. Alors après, chaque commission doit être différente, hein. C'est pour ça que je ne généralise pas. Mais moi, les usagers, à part le président qui participe à des ateliers avec nous, ils sont assez en retrait par rapport à ce qu'on peut faire. Et moi, quand je leur fais des comptes rendus réguliers dans les CDU, voilà. Et les associations de patients, en fait, on travaille plus avec le patient qui passe dans le couloir que les associations de patients. Aujourd'hui, on a une démarche complémentaire, c'est que j'aide les associations de patients à faire leur outil. Par exemple, j'ai 2 associations qui n'arrivaient plus à faire leur site internet, c'est moi qui les fais à Foch pour les aider. Mais voilà, donc j'aide les associations de patients, mais sinon, les patients que nous, on fait travailler dans les ateliers, ce n'est pas les usagers des commissions des usagers au sens où on l'entend, c'est le patient qui passe dans le couloir, le patient qui est dans sa chambre ou le patient qui est dans la salle d'attente. Donc ça, c'est une première, c'est assez important parce que c'est une démarche un peu particulière. Et donc, ça parler du périmètre, si tu veux, mettre le dessin que je t'ai envoyé pour qu'on comprenne de quoi on parle. J'en parlais avec M. Raymond la semaine dernière parce qu'on était sur une conférence ensemble et je parle, vous allez voir, ça c'est le périmètre de l'expérience patient à Foch. Donc, on parle plus de patients au centre, on parle de patients partenaires vraiment et sur l'ensemble. Donc, j'ai l'impression d'être un chef d'orchestre des fois, c'est-à-dire que je pousse les gens à s'écouter, soignants, patients, etc. Dans tous, donc voilà, c'est le périmètre aujourd'hui de l'expérience patient à Foch. Ça va de l'environnement de l'hospitalité aux technologies, à l'engagement des familles, la qualité des soins, pas au sens, je vérifie si c'est bien fait ou pas, hein, attention, des aides au désamorçage des tensions. Et donc, une chose qui est fondamentale pour nous ici, c'est la case verte, c'est-à-dire l'engagement du personnel. Moi, je ne peux pas faire aujourd'hui d'expérience patient à Foch si je ne fais pas la même chose. C'est vraiment la symétrie des attentions, hein, c'est ce dont on parle. Je prends autant soin dans le cadre du service d'expérience patient, encore plus en ce moment à cause de la crise sanitaire, c'est-à-dire que j'attache une attention particulière au personnel et au personnel qui fait des fournisseurs. C'est-à-dire qu'on a un lieu à Foch qui s'appelle le Living Lab qui est ouvert depuis 1 an et demi, qui est un endroit en plein centre de l'hôpital et viennent aussi bien des patients toute la journée, parce que mes salariés sont dans cet endroit qui est ouvert toute la journée, que du personnel pour discuter avec eux ou pour se confier à nous. C'est-à-dire qu'on écoute aussi bien du personnel que des patients. Et c'est fondamental pour que ça... Enfin, ça, c'est mon conseil. Si vous voulez que ça marche, c'est une dimension à ne pas oublier. Donc, voilà. Donc, mais par contre, par rapport aux difficultés à surmonter, bien sûr que ça n'a pas été simple. J'ai même pleuré. J'ai même pleuré sur un comité de direction parce qu'on m'avait retiré ma salle, le Living Lab, et que je ne voulais pas qu'on me la retire et que j'étais sûre que ça allait marcher. Et que donc, je suis sortie de la réunion parce que ça m'avait rendue furieuse qu'on ne veuille pas m'entendre. Bon, j'ai gardé ma salle. Comme quoi, des fois, ça, il faut montrer qu'on croit en son truc. Et donc, maintenant, ça marche. C'est plein tout le temps. En fait, il y a toujours des gens, il y a toujours des mondes qui viennent nous voir, qui viennent travailler avec nous. Et ça, c'est. Mais au départ, c'est pas simple. Et c'est pas simple. Et le conseil que je donnerais à ceux qui se lancent, et donc je pense que Nathalie dira la même chose, mais commencez petit, montrez que ça marche, montrez qu'il y a un résultat derrière, et prenez les sujets les uns après les autres, mais commencez petit sur des sujets. Moi, au début, j'allais dans les chambres, mais c'était des trucs mais hyper futiles. J'aime pas m'apurer. Le monsieur, il était très en colère parce qu'il avait mal mangé. Donc, je dis, mais non, mais je restais une demi-heure à l'écouter, on parlait d'autres choses, etc. Donc, ça désamorçait les tensions, le personnel était content. On est parti de choses très, très simples. Et maintenant, on arrive à des choses, on est dans des ateliers, on monte des ateliers avec les patients sur le parcours en imagerie, ce qu'on a fait d'ailleurs avec l'Institut. L'Institut a un atelier en ce moment, avec le chef de service qui demande à s'impliquer, venir participer à l'atelier, avec des patients, quand je dis patients partenaires, on a des patients qui sont dans les services qui descendent travailler avec nous. J'étais avec une dame la semaine dernière, et je ne sais pas si Sophie, le Pourrier, qui est bénévole, qui travaille avec moi, m'entend, mais elle peut témoigner si elle m'entend à un moment donné. C'est que la dame, elle nous a fait un livret d'accueil ambulatoire
en pneumologie à la charte graphique de Foch quand même. Donc, elle est venue nous montrer ce qu'elle avait fait pour nous. Donc, en fait, ils travaillent pour nous. Et alors, il y en a qui me disent, oh, c'est choquant, vous faites travailler les patients. Mon mari, le premier, m'a dit, non, mais attends, moi, quand je suis malade, j'ai pas envie qu'on m'emmerde à me faire travailler sur un sujet. Je dis, toi, tu réagis comme ça. Mais il y a des patients qui s'ennuient et qui ont un métier, qui ont vraiment des choses qui peuvent mettre à la disposition de l'hôpital et du parcours. Et moi, je crois fondamentalement à ce sujet de l'expérience patient parce que je pense qu'il faut faire vraiment, vraiment évoluer l'hôpital. Donc, voilà. Donc, il y a des blocages. Il faut y aller doucement, petit à petit, puis ça marche, quoi. Enfin, ça marche vraiment. On va donner la parole à Nathalie qui va… Merci beaucoup Valérie de ce partage et de ce retour. Nathalie, comment au sein du CHU, qui est une très très grande maison, votre rôle, le vôtre et celui des gens qui travaillent avec vous sur l'expérience patient, comment il est perçu? Est-ce que c'est une mission supplémentaire parce que le sujet de l'expérience est à la mode, entre guillemets, ou est-ce que il y a une vraie considération et une bonne compréhension associée à cet enjeu? Alors c'est vrai qu'il est à la mode et qu'on en parle beaucoup, mais c'est pas tellement le sujet chez nous. Et encore une fois, notre sujet, ça a été d'associer en fait tous les usagers au sens large, les représentants des usagers, les bénévoles, les associations, les patients, les anciens patients, parfois les aidants. Et donc, nous, notre structure et notre point de ralliement, c'est la maison des usagers. Hein, c'est ce qu'on y a souhaité. Il y a des ateliers, il y a des groupes, il y a des professionnels. C'est ouvert à tout le monde également. C'est Hélène Glorian, que je remercie et qui doit être connectée, qui en assume la responsabilité au quotidien et qui veille à son animation. On a réussi en fait à structurer la place de chacun. Pour les représentants des usagers, quand on a échangé avec eux sur le sujet, ce n'était pas du tout de les évincer. Ils ont un rôle stratégique important, ils ont un rôle dans les représentations au sein de l'établissement, dans les instances. Mais le sujet, encore une fois, ce n'était pas pour nous seulement la représentation des droits, et c'était d'utiliser aussi toute la matière qu'on avait dans l'hôpital. Une vraie cueillette, en fait. On fait des enquêtes de satisfaction, on fait des focus group, on a des patients traceurs, on a des plaintes et des réclamations, on a des patients qui se manifestent sur les réseaux sociaux, on a une boîte votre avis qui est partagée, on a des patients qui déposent, et des familles ou des aidants qui déposent quelque chose de leur passage à l'hôpital ou de leur expérience ou de leurs nombreux passages et de leur expérience. Et le sujet, c'était d'en faire quelque chose et de pouvoir permettre, puisque c'est aussi une obligation réglementaire, le projet des usagers, de pouvoir permettre en fait que ça se structure et que ça s'organise. Et que réellement, là où on est convaincu, c'est que la démarche qualité dans un établissement, le programme qualité, qui est de la compétence de la CME, mais pas que, soit porté en fait par l'ensemble de la communauté et que ça soit un vrai enjeu en fait, d'améliorer l'accueil, les soins, la prise en charge, la restauration, l'accès au parking, la signalétique, le fait que quand je suis obèse, je puisse m'asseoir dans une chaise qui est adaptée, par exemple, à ma morphologie, que tous ces éléments qui sont du concret et du quotidien à la fois pour les patients, pour les familles et aussi pour les professionnels puissent être pris en compte. Donc, ça a été vraiment de l'intégrer dans cette démarche-là. Alors, c'est vrai que quand je suis arrivée dans l'établissement, encore une fois, l'organisation et l'organigramme n'étaient pas du tout le même, puisque je vous disais, en fait, la partie usagée était rattachée à la délégation communication et marketing. Le choix de séparer, c'est que pour nous, le patient, ce n'est pas une mode et ce n'est pas le marketing. Et l'expérience patient, ce n'est pas une mode et ce n'est pas le marketing. C'est du quotidien, de tous les jours et pour tous les professionnels et depuis de nombreuses années. Et ça mérite d'être structuré, ça mérite de l'impliquer différemment dans nos démarches. C'est pour ça que ce choix a été fait. Par ailleurs, en fait, on a une direction de la performance et des organisations qui travaille aussi pour améliorer les parcours patients dont parlait Valérie tout à l'heure. Et donc, c'est un vrai sujet, un vrai enjeu pour nous. Donc, c'est vrai que tout comme le joli schéma que nous présentait Valérie tout à l'heure, notre organisation, elle est un peu similaire, même si ce n'est pas les mots, mais les mêmes termes. Et même si l'établissement est aussi très grand, ce qui n'est encore une fois pas facile. Et c'est vrai qu'Hélène et l'ensemble de l'équipe participent bien sûr à tous ces éléments-là, que ce soit la mesure de la satisfaction. On va travailler par exemple sur
l'ouverture d'un service de chirurgie cardiaque. On va aller travailler avec les professionnels pour recueillir leur expérience, leur avis et ce qu'ils souhaitent, mais on va recueillir aussi l'avis des patients, l'avis des parents pour justement essayer d'alimenter le projet futur. On travaille par exemple aussi aujourd'hui, on a tous ouvert des centres de consultation et des centres de vaccination Covid. Eh bien, on travaille sur la satisfaction de nos patients pour améliorer. Eh bien, déjà en 3 semaines, on a amélioré 2 fois nos parcours grâce à la satisfaction et grâce à la cueillette d'informations. Donc, les équipes y vont régulièrement sur plusieurs endroits. Et par ailleurs, ça nous paraît aussi important de récupérer cette expérience patient pour la transmettre au pôle. Aujourd'hui, dans la nouvelle certification HAS, par exemple, un des vrais sujets, c'est d'impliquer plus le patient, de l'informer, de le respecter, mais c'est aussi un management de la qualité de la gestion des risques et de l'expérience patient au plus près du terrain. Mais pour ça, il faut que nos managers, nos chefs de service, nos infirmiers, nos cadres puissent avoir des outils de pilotage. Sauf que si on ne leur renvoie pas cette information, si on ne leur donne pas à connaissance, comment voulez-vous qu'ils améliorent les choses et qu'ils construisent, si ce n'est de recevoir une plainte auquel on leur demande de répondre. Et enfin, sur la question du périmètre, je crois que pour mes collègues, je ne sais pas réellement, je pourrais leur demander ce qu'ils en pensent. Je crois que pour eux, c'était déjà quelque chose qui se passait dans l'hôpital. Le fait de l'incarner et de l'intégrer sur la démarche qualité, ça ne leur posait pas de problème, bien évidemment. Par contre, on a une vraie bataille avec Hélène Glorian, et je la recite parce que c'est vrai qu'elle fait un gros boulot tous les jours, comme Valérie, d'aller voir les gens, d'essayer de les convaincre, et c'est pas facile. Le vrai sujet de l'expérience patient, c'est que ça soit pris en charge par les patients eux-mêmes. Et j'ai aussi beaucoup de discussions, on en parlait avec une collègue sur un travail qu'elle a fait sur les consultations de dans 10 ans, où elle a imaginé des ateliers avec les professionnels, comme on le fait très souvent, des ateliers lignes, des ateliers persona, etc., où on demande aux professionnels de prendre la place du patient pour construire en fait le projet. Et nous, notre bataille, c'est les professionnels, bien sûr, ils ont cette représentation et c'est important, mais les patients, eux aussi, c'est important en fait de prendre en compte. Et la plus grosse difficulté, du coup, c'est d'associer le savoir académique, le savoir technique et le savoir du patient ou des aidants, parce que les aidants sont éminemment importants aussi, et de le faire concilier en se respectant les uns les autres. Oui. Il y a un vrai enjeu de croisement des savoirs expérientiels, les savoirs que les patients finalement construisent au décours de la connaissance de leur propre maladie avec les savoirs techniques des professionnels. Donc, effectivement, ça… Ce qui est aussi parfois difficile, on a fait intervenir dans le cadre de l'espace éthique qui est rattaché également à la direction qualité, on a fait intervenir dans l'espace éthique un patient formateur qui est très connu, qui fait des œuvres artistiques, qui écrit, etc. La difficulté, c'est le côté parfois militant que peuvent avoir certains de nos patients ou certains de nos représentants des usagers. C'était une discussion qu'on a eue dans la commission des usagers, qui parfois en fait peut effrayer les équipes en disant bah ouais, moi j'ai pas envie d'avoir voilà, quelqu'un de militant par rapport à ça. Voilà. Et donc il y a ce juste milieu. C'est pour ça qu'on travaille sur les projets à des lettres de mission. On a des contrats avec des patients partenaires, et puis on a des lettres de mission avec un temps de début à la fin sur des projets qui sont ciblés en accord avec les équipes. Et quand c'est construit comme ça fonctionne assez bien. Mais c'est un travail, c'est du cousu humain. C'est un travail difficile, comme le disait Valérie. C'est une politique des petits pas. Et il faut vraiment l'incarner et en avoir envie. En tous les cas, il ne faut pas avoir peur de ces patients et de ces usagers, même si parfois on ne voit que le côté revendicatif ou plaintif. On va revenir là-dessus parce qu'on a quelques questions là sur le forum qui nous viennent. Juste une petite chose. Au final, et puis je vais te donner la parole, Valérie, on se rend compte qu'on est vraiment sur, avec l'expérience patient, un enjeu qui est transversal, qui concerne toutes les catégories de professionnels. Et c'est pour ça que ce que je trouve intéressant dans vos expériences, et j'aimerais le creuser un tout petit peu, c'est comment ne pas être perçu comme trop intrusif d'une part, ou alors juste cosmétique d'autre part. Il y a toujours un peu cette tension.
trop intrusif parce que finalement tous les sujets concernent la personne en charge ou l'équipe en charge de l'expérience patient, et pas trop cosmétique non plus parce qu'on ne veut pas se substituer et donner des leçons aux autres professionnels de l'établissement, donc on garde une certaine réserve malgré tout. Donc comment vous naviguez, Valérie, peut-être tu peux nous dire comment c'est chez toi, mais comment vous naviguez entre ces deux écueils d'être trop présent ou trop distant vis-à-vis des autres collègues? Alors déjà, je vais juste répondre par rapport à Nathalie et une chose qu'elle a dite. La com, c'est pas cosmétique. Je suis désolée. C'est pas de la cosmétique, l'expérience patient à Foch. C'est un sujet très important et c'est pas un sujet de communication. C'est pas parce que c'est la DIRCOM qui s'en occupe. Donc ça, c'est juste une petite aparté importante pour moi et qui est même très importante pour moi. Aujourd'hui, comment on navigue? Déjà, moi, je fais un retour hebdomadaire à toutes les équipes de tout ce que j'entends, de tout ce que les patients me disent. Alors, pour reprendre la différence, on a deux choses. La maison des usagers existe chez nous aussi, hein, mais donc le Living Lab existe. C'est un endroit particulier qui n'est pas qui n'a pas du tout la même fonction que peut avoir la maison des usagers ou sont les associations, etc. Je fais un rapport expérience patient tous les vendredis soirs. Ce rapport expérience patient sur l'ensemble des choses que l'on a pu faire dans la semaine, aussi bien les travaux qu'on a menés, à savoir on a fait une application il n'y a pas longtemps avec les familles qui avait été battue complètement avec les patients, avec les papas, les mamans pour la maternité. Les ateliers qu'on peut faire sur l'imagerie, on a fait intervenir, ils ont fait des ateliers théâtre pour améliorer leur attitude. Tout ça, les entretiens qu'on fait avec les patients, aussi bien au Living Lab ou dans les chambres, il y a un compte rendu tous les vendredis soirs qui est effectué, qui est envoyé à la direction générale, qui est envoyé à l'ensemble des cadres de l'établissement et des médecins, chefs de service. Et dans ce compte rendu, c'est pas seulement des choses négatives. Parce que sinon, là, alors pour le coup, c'est flingué, on ne me rentre plus dans un service. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour aller critiquer ce qui se passe. Je suis là pour entendre, pour améliorer certaines prises en charge qu'on peut avoir à organiser. Et puis, quand c'est bien, de le dire. Et de le dire quand c'est bien, parce que les soignants, ils en ont besoin, parce que tout le personnel en a besoin. Et entendre dire dans un service, et dans la newsletter hebdomadaire que je fais tous les jours, toutes les semaines, je veux dire, il y a un petit témoignage d'un patient qui remercie quelqu'un, un service, un soignant. Je trouve que c'est très important qu'ils aient un retour positif. Et ça, il faut faire attention à ça par rapport à ce que tu dis, parce que sinon, voilà. A contrario, je dis à mes équipes une chose, attention, parce qu'on écoute beaucoup, c'est très chronophage, on passe beaucoup de temps. Attention, vous n'êtes pas une éponge et il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Moi, quand je ne sais pas faire, j'appelle la qualité ou la juriste, ou alors j'appelle la DRH quand c'est un sujet DRH. Moi, je leur dis stop, c'est pas à vous de gérer ça. Parce qu'il y a des moments, ils vont tous tomber malades, quoi. Enfin, je veux dire, il faut protéger aussi parce que c'est quand même beaucoup de décharges. On a beaucoup d'humains qui passent, on a beaucoup d'émotions, et donc il faut faire très très attention. Voilà. Donc en fait, je crois que dans la fonction, la manière dont on la drive aujourd'hui, on est assez humble en fait. Et ça, c'est très important. Et les gens nous connaissent comme étant humbles. C'est-à-dire qu'on n'est pas des donneurs de leçons. On travaille beaucoup avec eux, on les implique, on les écoute, ils ont les comptes rendus. Voilà, il y a cet échange qui s'est créé et c'est ça qui marche. Merci Valérie. Du côté de Nathalie, moi j'ai envie de vous demander, parce que quelque part vous êtes des pionnières dans ce type de fonction dans les établissements, parce que même si ce sujet existait, même s'il était dévolu à plusieurs professionnels, des directeurs de soins, des responsables médicaux, à partir du moment où on pose un nom sur une fonction, il se passe quand même quelque chose. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi les difficultés peut-être que vous rencontrez aujourd'hui. Est-ce que ce sont des difficultés qui sont d'ordre des moyens disponibles? Les moyens sont souvent, en hôpital, c'est souvent des moyens humains pour faire plus. Est-ce que c'est des problèmes de coordination avec les nombreux acteurs auxquels vous êtes confrontés? Est-ce que c'est des problèmes de légitimité? Et puis surtout, face à cette situation que vous rencontrez, quelle stratégie vous avez pu mettre en place pour les surmonter? Parce que je crois que ceux qui nous écoutent, c'est aussi ça qui les intéresse. C'est si demain,
mettez-vous à leur place, ils sont nommés référents expérience patient, comment éviter certaines erreurs, même si on sait bien que il n'y a rien qui remplace l'expérience. Il faut avancer, il faut faire des choses. Mais bon, on est aussi là pour partager à la fois les atouts et les difficultés. Peut-être la première difficulté, c'est justement ces articulations qui étaient évoquées. Et je m'en excuse si ça n'a pas été compris, mais bien évidemment, le marketing, ce n'est pas un gros mot et la communication non plus. Au contraire, on en a besoin et ça passe par là, c'est absolument nécessaire. C'était plutôt un vécu et une expérience, en tous les cas pour nos patients et nos représentants des usagers ici, d'être relégués à cette place-là, de faire du beau et de l'image, et que ça ne soit pas habité et réellement porté comme projet. C'est plutôt dans ce cadre-là que ça a été fait, et c'est pour ça que du coup, les expériences des uns et des autres sont importantes en fait à relayer, et c'est peut-être une difficulté justement. Cette situation-là, c'est que le vécu dans un établissement ou dans un autre, le vécu des patients ou des usagers d'un établissement à un autre ou peut-être en localité, il faut le regarder pour justement adapter la réponse qu'on va faire en fonction de l'histoire de l'établissement, de la culture de l'établissement, de l'implication, de ce qui s'y passe. Peut-être que ce que fait Valérie ne peut pas être reproduit ailleurs, ce que moi j'essaye de faire ici humblement, on ne peut pas le reproduire ailleurs, ou en tous les cas pas de la même façon. C'est pour ça que parfois c'est rattaché à telle personne, parfois c'est pris par une autre direction ou par une autre, ça pourrait être le référent de l'expérience patient, un usager après tout. Et pourquoi pas. Donc vraiment, c'est vraiment à adapter sur la situation. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est la difficulté d'articulation parce qu'effectivement, le patient, lui, il est transversal et tous les sujets, bien sûr, le concernent. Et c'est vrai qu'en tous les cas, en ce qui nous concerne à Lille, on travaille énormément avec la communication, puisqu'on a une porte d'entrée de la cueillette de ce recueil d'expériences qui travaille beaucoup avec la communication. Donc, on a 2 personnes en particulier qui travaillent beaucoup avec nous, y compris pour relayer de l'information derrière. Et puis, on a la direction des affaires juridiques qui travaille aussi beaucoup avec nous sur cette question de plaintes, réclamations, etc., avec une organisation aussi ici qui est particulière, puisqu'on a des conseillers en affaires juridiques dans les pôles qui travaillent avec nos patients, qui travaillent aussi avec nos familles, avec nos aidants pour les conseils, pour essayer d'améliorer un certain nombre de choses et faire pas une médiation médicale, mais en tous les cas une médiation parfois dans les services. Donc, la difficulté, c'est l'articulation peut-être de tous ces acteurs. Et comme le disait très justement quelqu'un, et je pense quelqu'un qui a fait l'expérience d'être hospitalisé chez nous à Lille, finalement, c'est difficile de savoir ce qui existe et c'est difficile de savoir qui existe et qui porte ça. Donc, je rassure cette dame, les questionnaires de satisfaction HAS, ils sont aussi portés par nous. Mais c'est vrai que c'est très difficile de rendre lisible ce qu'on essaye de faire. Et c'est peut-être pour ça qu'on a voulu essayer de structurer, pas de cadrer, mais en tous les cas d'essayer de structurer avec nos usagers, avec nos associations, ce qu'on essaye de faire. De le rendre lisible, de cartographier. On a essayé de regarder ce qui existait dans tous nos services en termes d'expérience patient, parce que finalement, ça ne descend pas du haut, c'est existant en présent. On a découvert des patients qui travaillaient dans nos services sans le savoir. Sans rémunération, je le précise, puisqu'il y a une question sur ce thème-là. Les seuls patients qui peuvent être rémunérés, ce sont les patients pairs qui exercent en psychiatrie particulièrement, c'est le cas chez nous également, qui ont un statut un peu particulier. Mais c'est une question c'est une question légitime que l'on se pose, en tous les cas. L'autre difficulté qui pour nous a été majeure, on a fait une conférence justement avec nos usagers, mais aussi avec le CHUM de Montréal, où on a partagé nos expériences sur cette situation. La plus grande difficulté auquel on est confronté, c'est la disponibilité de nos patients et la disponibilité en fait de nos usagers. Parce que parfois ils sont en soins, parce que parfois ils sont ailleurs, parce que parfois ils travaillent aussi. Et ils ont envie de participer, mais parfois sur des temps un peu courts. Et donc, ça nécessite pour nous une vraie organisation avec eux et une co-construction de leur participation. Et ça, c'est une des difficultés qui est importante pour nous et auxquelles on doit prendre compte. La troisième difficulté qu'on a, c'est parfois que nos équipes sont un peu effrayées par cette idée de faire participer les patients, alors qu'ils en croisent tous les jours et qu'ils travaillent avec eux tous les jours, finalement. Parfois, ils sont un peu effrayés et donc, il faut les convaincre, les associer et puis surtout leur laisser la main. Parce que comme le disait aussi très justement Valérie, on apprend l'humilité. De toute façon, le travail à l'hôpital, c'est apprendre l'humilité. On essaye, ça ne marche pas, on y revient, on reprend avec eux et ce n'est pas facile. Donc, de trouver des équipes volontaires
et puis de les accompagner, de les aider. Mais ça, je crois que voilà, c'est un travail un petit peu de fourmi. Donc, je dirais qu'il y a, pour moi, les 3 grosses difficultés, peut-être que Valérie pourra compléter ou peut-être elle en a identifié d'autres, mais je dirais que c'est de structurer, je dirais 4 du coup, c'est de structurer et rendre lisible notre démarche pour l'ensemble de nos collègues, mais aussi pour les usagers et les patients. C'est la question des articulations entre les différents acteurs, parce que ça n'appartient à personne. Ça appartient surtout aux patients et aux professionnels. Donc finalement, c'est un périmètre assez fluctuant. La troisième chose, c'est la disponibilité des usagers et de nos patients sur lequel on doit s'ajuster. Et puis la dernière, c'est les volontaires des équipes et puis de les accompagner, bien évidemment. Merci beaucoup, Nathalie. Merci aussi d'avoir répondu chemin faisant à plusieurs des questions de nos participants. On va essayer de continuer dans le temps qui nous reste. Valérie, juste avant de t'entendre toi aussi sur peut-être les difficultés que tu rencontres, que ton équipe rencontre à Foch, parce qu'il y en a nécessairement, je me rends compte qu'il y a dans l'assistance une personne que je connais bien qui a aussi des fonctions de directrice de l'expérience patient, mais à l'étranger, en Belgique. C'est mon amie Soyoung Sraga. Donc, je vais lui donner l'opportunité de partager elle aussi son expérience. Nathalie Borne parlait tout à l'heure de culture à intégrer dans les établissements. Donc, est-ce que du côté de la Belgique, ces sujets sont plus avancés, moins avancés? Est-ce qu'ils se posent les mêmes questions que nous? On va essayer de regarder ça avec Soyoung Sraga. Le temps que Soyoung se prépare et qu'on accueille, peut-être Valérie, tu peux nous dire les difficultés que tu rencontres? Non, ce que disait Nathalie est juste. Après, effectivement, c'est pas toujours la structure. Alors, en plus, on a fait le choix de travailler, on a fait le choix et on a peu d'usagers de commissions d'usagers qui travaillent avec nous, mais on a fait le choix de travailler en plus des patients qui sont hospitalisés à un moment donné ou qui passent dans le couloir, entre guillemets. Enfin, bon. Donc, c'est sûr que quand on a décidé de monter un atelier sur un sujet, si on ne trouve pas de participants, parce qu'on va chercher les gens dans les chambres, dans les différents espaces, voilà, ça nous fait reporter l'atelier, mais ça, c'est notre organisation et c'est le choix qu'on a fait. J'ai juste une question là qui s'est affichée. On m'a demandé, quand vous faites travailler les patients, est-ce qu'ils sont rémunérés? Non. Donc, ils ne sont pas rémunérés. Quand je parle de patients qui travaillent avec nous, je vous donne un exemple, un patient qui, par un biais d'un réseau social, me signale un défaut dans l'hôpital un week-end, je vais le voir dans sa chambre, et ce monsieur me dit, oui, mais moi je m'ennuie, de toute façon j'ai que ça à faire. Ben, il y a un atelier en ce moment sur le livret d'accueil, venez travailler avec nous. Ça se passe comme ça en fait. Un autre qui travaille avec nous dans le Living Lab et qui nous entend nous préparer pour une conférence, il dit, ben, moi je suis coach, alors je vais vous préparer à votre entretien. Donc il nous prépare à notre entretien. La dame qui fait le livret d'accueil, elle vient tous les 10 jours à Foch. Et tous les 10 jours, elle a amélioré le document et elle vient voir ce qu'on en pense et tout ça. Et le 10 février, on va travailler avec elle sur le site internet parce qu'elle a des choses à nous dire. Voilà, c'est pas aujourd'hui, j'ai pas des rendez-vous précis avec. C'est vraiment des bonnes volontés qui me disent, tiens, c'est super intéressant. Plutôt que de m'ennuyer dans ma chambre, je viens vous aider. Et donc ça, c'est ça que On devrait dire tout ça sur cette chaîne-là. On va t'accuser de travail dissimulé. De travail dissimulé. Et après, ils me redonnent leur mail et ils reviennent travailler avec nous une fois qu'ils sont sortis. Donc ça, c'est bon signe. Mais au départ, non. Je ne rémunère pas les patients. D'accord. Et le tout sans TVA. Soyoung, bienvenue parmi nous. Est-ce que, à travers ce que tu as entendu des expériences de Valérie et de Nathalie, il y a des choses nécessairement qui ont fait écho à ce que toi tu vis à Bruxelles, en Belgique? Oui, j'ai envie de dire, hormis le fait qu'on soit des pays limitrophes, finalement, on dit toujours que ce qui se passe en France se passe en Belgique. Mais en effet, en vous écoutant, ça faisait réellement écho. Merci pour cette invitation, je dirais inopinée. Mais c'est vraiment ça. Hein. Je prenais quelques notes en vous écoutant. Je me disais, mais quelle diversité! C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a cette volonté interne de se dire l'expérience patient, c'est pas quelque chose qui va passer, c'est là, c'est bien ancré et on a comme ça des initiatives de différentes personnes qui veulent, qui y croient. Hein. Tout à l'heure, je pense que c'est Valérie Moulin qui disait il faut incarner ça, mais c'est vraiment ça, il faut l'incarner et de cette façon de pouvoir apporter, je vais envie de dire la bonne parole, mais c'est quasiment ça. Et alors j'entendais aussi l'humilité, ça c'est clair, l'humilité et
commencer petit. Et ici, c'est une phrase que, enfin, en tout cas, avec des anecdotes que je donne souvent, mais je dis toujours, moi, j'ai cru que j'allais dire, ben voilà, je suis directrice de l'expérience patient, que le tapis rouge allait s'ouvrir devant moi, que toutes les portes allaient s'ouvrir. Et en fait, pas du tout. Et donc, au bout de X mois, on se dit, OK, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Donc, et je dis, parfois, je rentre dans le service par la porte de sortie, par la porte des poubelles, en fait. Et donc, voilà. Et à partir du moment où une porte s'ouvre, je mets mon pied et la porte ne se referme plus. C'est comme de la vente porte à porte, quoi. Et une fois que je suis dans la place, alors à ce moment-là, on aide à régler des petites choses. Tu dis, ah ben oui, bah tiens, ce truc-là qui nous embêtait depuis 2 ans et que personne n'a jamais réussi à régler, ah ben c'est dingue ça, ils y sont arrivés. Ah ben finalement, puisque tu es là, est-ce qu'on ne peut pas te parler de ça? Et puis, ça s'enchaîne vraiment de cette façon-là. Et donc, l'humilité, elle vient de là. Et je crois qu'à partir du moment où on fait ça de cette façon-là, les gens, alors du coup, reviennent, les services, que ce soit des soignants, je dirais des administratifs, des médecins, reviennent vers vous en disant, écoute, on voudrait partager ça avec toi, donne-nous notre avis et avançons de cette façon-là. Et ça, c'est magique. Voilà, c'est vraiment magique et ça nous transporte. Là où j'ai peut-être une nuance par rapport à vous, et je me rends compte aussi malgré tout que du coup, dans la clinique Saint-Jean où je suis, j'ai beaucoup de chance. Donc, je suis directrice de l'expérience patient et j'ai envie de dire uniquement de l'expérience patient. Donc, c'est un choix, vraiment. Donc, c'est un poste qui a été dédié à ça, qui a été organisé par la directrice générale Adèle Decotte en collaboration évidemment et en concertation avec le conseil d'administration. Donc, ils ont décidé de créer ce poste. Et ils m'ont laissé aussi l'opportunité, quand je suis arrivée, de créer le service. Donc, ils m'ont dit, fais comme tu veux, dis-nous de quoi tu as besoin. Et donc, je dis, il me faut 3 mois, laissez-moi 3 mois le temps de voir l'hôpital. Et au bout de 3 mois, j'ai alors du coup décidé d'avoir une équipe. On m'avait dit, si tu veux juste des chefs de projet, alors ce sont des chefs de projet. Si tu veux des équipes, tu as des équipes. Et donc, on a screené l'hôpital en disant, si on enlève les soins, et c'était délibéré de ma part, le soin et le médical, dans tout le reste de l'hôpital, quelles sont les équipes qui sont en relation directe avec les patients. Et de cette manière, donc, j'ai sélectionné toutes ces équipes. L'équipe de l'accueil, l'équipe de la morgue, l'équipe de la téléphonie, qui ne voit jamais un patient, mais qui sont en direct avec les patients tout le temps. L'équipe de l'admission des patients, l'équipe de secrétariat, l'équipe des assistants sociaux. Et donc, tout cet ensemble fait, je dirais, une centaine de personnes, avec évidemment, j'ai des collaborateurs, ce qu'on appelle des N-1. Et donc, du coup, j'ai 8 collaborateurs directs que je vois systématiquement. Et parmi ceux-là, j'ai 2 chefs de projet, donc 2 temps plein, chefs de projet, expérience patient. Donc, ça me laisse une marge de manœuvre de pouvoir nous arrêter, réfléchir, prendre du recul, étudier, motiver, parce que c'est, vous le savez, l'expérience patient, c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière, et puis un pas sur le côté. Et puis, bon, on joue tout le temps l'équilibriste comme ça, et puis on revient au centre et on avance de cette façon-là. Mais ça permet vraiment de dire, allez, on a fait ça, maintenant on va aller un pas plus loin et puis on se donne l'opportunité de réfléchir et surtout d'implémenter cette culture petit à petit, pas comme un rouleau compresseur, quoi, vraiment d'arriver et de pouvoir vraiment avoir des alliés. Au fur et à mesure qu'on avance, on a des alliés et alors les portes s'ouvrent au fur et à mesure. Voilà un peu mon expérience à moi. Un grand merci, So-Young. Je ne sais pas si j'aurais dû te donner la parole parce que tu vas faire beaucoup de jaloux dans le paysage de santé français. Il y a même une question qui est posée là sur le forum. Est-ce qu'il y a une fiche de poste du responsable de l'expérience patient? Ce qui m'amène à une question que j'ai pour vous. Hein. Au fond, on a utilisé le maître mot qui est l'humilité, mais si on pouvait se permettre, allez, ce soir, de donner un conseil à ces dirigeants hospitaliers qui se posent la question. Ils sont intéressés par le thème, ils ne savent pas par quel bout le prendre, et ils se disent, est-ce qu'il faut que je dédie une équipe à ce thème? Est-ce qu'il faut que je nomme un responsable de l'expérience patient? Et surtout, qu'est-ce que je lui fais faire? Qu'est-ce que je lui donne comme mission? Donc, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ce DG hypothétique qui se pose la question de nommer quelqu'un dans ses fonctions? Valérie, Nathalie, So-Young. Je peux commencer. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, un directeur général, il va regarder 2 choses. Il va regarder le côté financier
Parce que l'équipe, ce que disait Soyoun aujourd'hui, tout le monde n'a pas les moyens de dédier une équipe, hein, moi aussi. Hein. Donc, et d'avoir des personnes qui sont à 100%. Alors, le coffee, moi, je pense qu'on peut faire de l'expérience patient pas cher. C'est-à-dire ce qu'on disait à l'instant, c'est pousser une porte, mettre son pied dans la porte, régler des petits sujets au départ, ça coûte pas cher. Et ça fait faire des économies à l'hôpital. Alors quand je dis ça, on me dit comment ça vous faites des économies? Mais quand on voit le nombre de documents qui existent dans un hôpital et qui servent à rien, mais quand on voit le nombre de livrets d'accueil ou de livrets qui servent à rien dans les hôpitaux, quand on voit le nombre d'outils qui ont été faits parce que le chef de service ou les soignants ont décidé qu'il fallait faire ça, mais je vous jure qu'on rationalise, ça aide. Alors ça c'est purement, ça c'est le discours pour les directeurs généraux, hein. Mais c'est vraiment ça. Mais je vous jure qu'on rationalise vraiment les outils et que le parcours est plus fluide parce qu'on enlève plein de choses qui sont inutiles et qui coûtent cher. Donc ça, c'est le discours pour les directeurs financiers et les directeurs généraux. Mais au-delà de ça, je pense que ça améliore la vie des patients, mais ça améliore la vie des soignants en fait. Parce que justement, ce qu'on disait à l'instant, c'est qu'on règle des petits soucis qui leur prennent la tête, qui les embêtent dans leur prise en charge de patients tous les jours, et puis du coup, ils se sentent mieux parce que tiens, c'est vrai, ça m'a aidé. Et donc, c'est pour ça qu'ils viennent nous voir après. Le fait qu'ils viennent nous voir, ça veut dire qu'on sert à quelque chose et qu'on les aide. Donc, voilà. Moi, j'ai envie de dire, faites-le parce que c'est utile pour améliorer le parcours, mais c'est utile, les soignants se sentent mieux à un moment donné, le personnel se sent mieux, pas que le patient. Nathalie? Oui, c'est une question qui est pas facile. D'abord, qui est pas facile et qui est facile dès l'instant où on a envie de le porter. Je pense que tous les directeurs généraux, tous les directeurs, ou en tous les cas tous les dirigeants d'un hôpital ont envie en fait que leurs patients soient satisfaits et des soins de qualité en sécurité. Vraiment, j'insiste là-dessus. Je pense que le premier sujet, pour un directeur, de recevoir des plaintes, des réclamations, de voir des patients qui vont ailleurs, d'avoir une mauvaise note, un mauvais résultat de la satisfaction patient, je pense que ça ne plaît à personne et qu'on a tous envie d'être fiers de ce qu'on fait à l'hôpital, quelle que soit la fonction qu'on occupe. Donc je pense que le premier sujet, c'est celui-ci. Le deuxième sujet, et là je reviens sur ce que dit Valérie, et j'envie bien sûr notre collègue bruxelloise, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher d'entendre et d'écouter les patients. Ça coûte pas cher de recueillir en fait l'expérience des patients et d'en faire quelque chose à l'hôpital. Il faut juste le structurer. Ça demande de l'énergie, de l'implication des professionnels et des professionnels qui sont déjà là parce qu'on va aller chercher en fait justement les professionnels qui sont en contact avec les patients, comme le disait notre collègue tout à l'heure, et du coup en fait on va ramasser ça pour en faire quelque chose. Et donc c'est pas forcément de la création de postes. Là, c'est tant mieux pour son mieux, parce que finalement, c'est une création de poste et c'est génial. Nous, on ne peut pas faire ça, en tous les cas, pas encore. Et c'est vrai que c'est plutôt, du coup, un projet supplémentaire pour certains professionnels, mais franchement, ça ne coûte pas cher, on peut en faire quelque chose. Et surtout, en fait, le vrai objectif, c'est que c'est pour le patient, pour la qualité et la sécurité des patients, pour la satisfaction des patients, de leur famille et leurs aidants. Et ça améliore aussi, comme le disait Valérie, la qualité de vie de nos professionnels, parce que les nombreuses paperasses qui sont ne plus savoir où est-ce que c'est, etc., et eux-mêmes recevoir des moments d'insatisfaction, il n'y a rien de drôle. Donc je pense que vraiment, il y a deux argumentaires pour moi majeurs. Et par ailleurs, s'ils ont des bons indicateurs qualité, des bons indicateurs de satisfaction, aujourd'hui, ce sont des indicateurs IFAC, qui donc garantissent une partie financière et un intéressement à la qualité, en tous les cas en France. Ok, merci beaucoup Nathalie. Soyoung J'ai tendance à dire trois choses. Donc, la première, c'est que concernant cette création de postes, ça fait maintenant une trentaine d'années que je suis dans les hôpitaux et au début, par exemple, le poste de DRH n'existait pas dans les hôpitaux. Je parle en Belgique, mais je sais aussi que c'était comme ça en France. On avait le directeur du nursing qui gérait le personnel ou le directeur général qui gérait le personnel. Donc, au fur et à mesure, c'est un poste on a vu le sens, on a vu l'intérêt d'avoir un directeur à ce poste-là et hop, le DRH, maintenant, voilà, c'est acquis, c'est comme ça. Le directeur de l'IT, c'est la même chose. Il y a 30 ans, un directeur de l'informatique n'existait même pas. Donc,
on n'y pensait pas, mais les choses ont évolué. On trouve normal d'avoir un directeur de l'IT parce que c'est une expertise et personne d'autre que lui ne peut le faire. Le directeur de la communication, également la même chose. Donc, je pense que l'expérience patient, ce n'est pas futile, c'est quelque chose de sérieux. Alors, souvent, on dit c'est un peu fleur bleue, etc. Non, c'est vraiment sérieux. Et donc, à partir du moment où c'est sérieux, il faut prendre les choses de manière systématique et les faire de manière sérieuse. Et donc, adjoindre quelqu'un, enfin, y nommer quelqu'un, ça a déjà du sens et ça assoit aussi ce poste-là et toute la fonction qui en découle au niveau de l'hôpital. Alors, j'ai envie de dire, je suis directrice, donc ça veut dire que je participe à l'Exco chaque semaine. Au-dessus de moi, il y a la directrice générale et il y a le conseil d'administration. J'ai ma part de responsabilité, donc je m'engage aussi à ce que l'activité de la clinique fonctionne. Et je dis toujours, et j'ai quelques mantras comme ça, mais c'est la réalité, chaque patient compte. Alors, on rigole, on dit, bah oui, c'est facile, ça, chaque patient compte. Oui, chaque patient compte. Chaque patient compte en tant qu'individu, c'est-à-dire tout ce que moi, en tant que soignant, en tant que personnel de l'hôpital, je lui apporte, donc vraiment en termes de gratitude, mais chaque patient compte, mais financièrement, chaque patient compte. On ne peut pas aujourd'hui occulter ça. Et donc, les hôpitaux, qu'on le veuille ou non, sont en concurrence, même si on se met en réseau. Et donc, cette partie-là est importante. Et donc, être performant, être innovant et s'organiser pour que chaque patient qui passe nos portes soit satisfait de ce qu'il reçoit globalement et pas simplement en termes de soins, ça a tout son sens. Et enfin, dernièrement, ce que moi je dis quand je vois le personnel autour de moi et qu'ils ont des doutes, c'est-à-dire qu'ils ont des projets qu'ils n'arrivent pas à mener au bout, ils sont fatigués, et on dit, le travail manque de sens. Mais je dis, bon sang, mettez le patient là, dans ton histoire que tu es en train de me raconter, donne-moi la place du patient, refais-moi ton histoire avec le patient. Et ça donne du sens. Et avec ça, tu peux aller voir ton chef, tu peux aller voir le directeur. Il ne va pas te dire non, parce que tu as expliqué en partant du patient. Et ça a l'air idiot, hein, mais par exemple, on commence à changer les uniformes chez nous. C'est toute une discussion de je veux tel uniforme, tel autre uniforme, telle couleur, pas telle autre couleur. Et c'est normal, parce que chaque utilisateur a envie et a des arguments. Et là, on a recommencé, on a dit, mais le patient, il est où? Et on a fait des cercles autour du patient. On a dit, telle personne, de ce personnel-là, quelle est sa situation par rapport au patient? Quel est son relationnel par rapport au patient? Et c'est ça qui a déterminé les uniformes de chacun. Et donc, du coup, ça remet les choses à leur place en fonction du patient. Et tout doit être vu de cette façon-là. Merci beaucoup, So-Young, de ces témoignages. Merci à toutes les trois parce que vraiment, les propos qu'on a entendus ce soir, ils sont extrêmement inspirants, ils sont humbles, ils sont aussi pratiques. Je crois vraiment que ceux qui nous écoutent déduisent de cela des choses à mettre en pratique dans leur propre quotidien. Ils voient comme nous que ce sujet intéresse de plus en plus de monde, mais parfois la question c'est par quel bout le prendre, comment présenter les choses, comment être convaincant. Et ça, je crois qu'il y a vraiment un grand rôle que nous, on peut faire, c'est de mettre les gens en relation les uns avec les autres. Donc vraiment, je vous remercie toutes les trois pour ça. Alors, Nathalie, oui. Et juste, si j'avais une minute, répondre à deux questions qui sont sur le forum, là, et que je vois, mais je n'arrive pas bien à répondre aux questions, si tu le permets. La première, c'était quels outils avez-vous pour écouter l'expérience patient et quels indicateurs utiliser? Ça me paraît intéressant juste d'y répondre rapidement. Ce sont les méthodes de cueillette qu'on peut retrouver assez classiquement, hein. Nous, on utilise bien sûr les terminaux multimédia qui sont dans les chambres, les enquêtes de satisfaction, les enquêtes baromètres qu'on fait ponctuellement, mais aussi des enquêtes qu'on peut faire au lit malade avec une tablette, via les patients traceurs, les focus group et les entretiens, puisqu'on en organise en fait régulièrement sur des sujets, les courriers bien sûr papier ou les courriers, les avis dans la boîte mail ou sur notre site, des enquêtes spécifiques, les plaintes et réclamations et aussi les médiations. On travaille avec nos médecins médiateurs pour en faire des outils. Donc voilà ce qu'on utilise comme cueillette. Et à la deuxième question qui était, est-ce qu'on peut mettre un référent en fait dans chaque direction? Est-ce que ça serait une bonne idée?
Eh bien, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, ce n'est pas tout à fait un référent expérience patient, c'est-à-dire qu'on a des cellules qualité dans chaque pôle et on essaye dans chaque direction. Et en fait, c'est la cellule qualité dans sa globalité qui porte la question qualité, gestion des risques, expérience patient et développement durable, hein, l'ensemble de nos thématiques. Et ce sont ces référents qui portent ces projets et à travers leur plan d'action qualité intègrent en fait tous les outils et les indicateurs qu'on leur donne pour justement en fait essayer de s'améliorer. Voilà, c'était pour répondre à ces deux questions, je ne voulais pas les laisser en suspens. C'est très, très sympa pour ceux qui nous écoutent. Et puis, encore une fois, le temps est toujours trop court. Alors, on n'a pas vraiment terminé parce qu'il se trouve que ceux qui nous suivent maintenant le savent, mais on poursuit, on fait des prolongations avec les membres de l'IFEP en plus petit comité pour avoir le temps d'échanger un peu plus en profondeur sur une petite demi-heure. C'est un privilège qu'on donne à ceux qui sont membres de l'IFEP, puisque aujourd'hui, le webinaire est accessible à tous et à tout le monde. Mais nos membres, ceux qui nous soutiennent, ceux qui alimentent notre réflexion, ils ont ce petit privilège et donc on va pouvoir poursuivre avec eux. Ça ne m'empêche pas de donner rendez-vous à tous ceux qui ont suivi cette première partie de webinaire dès mardi 9 mars pour la prochaine session dont le thème reste à définir, mais on voit bien que les sources d'inspiration sont nombreuses. Donc, vous aurez à travers les messages qu'on envoie dans notre newsletter les principaux thèmes du trimestre, enfin, des 3 prochains mois qui arrivent. Donc, un grand merci de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous donc le 9 mars. Et puis, pour tous ceux qui sont membres de l'IFEP, vous avez le lien pour nous retrouver. On bascule tout de suite. À tout de suite.